Une parole d'or a été prononcée il y a quelques instants. L'étude de l'histoire rend sceptique. Je glose, car elle donne du recul et apprend à relativiser. Je me suis interrogé dans l'espoir d'apporter ma pierre à l'édifice d'aujourd'hui sur les effets de l'Internet sur ma pratique d'universitaire, professeur d'histoire comparée des religions à l'université de Strasbourg pendant 23 ans et historien de l'art par, je sais pas, déviance. Je suis un théologien, si vous voulez, qui n'a pas bien tourné, qui s'est intéressé progressivement aux images de Dieu et de la Trinité dans l'art et qui pratique le sport consistant à les traquer et à publier sur elles depuis près de 40 ans. Mon propos s'articule en 3 parties. Que voulez-vous? Des formations professionnelles. Premièrement, déclaration dubitative. Deuxièmement, anamnèse. Troisièmement, une nouvelle discipline pour penser. Déclaration dubitative. Allons-nous vraiment vers un homo novus, avant tout numericus, affranchi du corporel et du biologique? Je n'en crois rien. Cela me fait l'impression d'une utopie candide, disons. Le progrès des sciences, que je suis d'un peu près, l'ethnologie, l'anthropologie, les propos de Jack Goody, la peur des représentations, infléchit peut-être la vision que nous avons de l'homme, homo faber, homo sapiens, homo loquens, en homo pictor, homo narrator, vous voyez, dans ce sens-là. Inventeur des alphabets, de la conciliation des grands mythes fondateurs, dans le sens de Bickerton. Mais l'annonce d'une nouvelle humanité définie entre autres par un nouveau corps humain truffé de puces et de bidules électroniques, je n'y crois pas. Ça me paraît très improbable et je me rallie à l'analyse qu'en fait Jean-Claude Guillebaud dans La vie vivante contre les nouveaux pudibonds, chapitre 4, la post-humanité, le grand détricotage, publicité non payée. À mes yeux, en plus de ça, j'allais dire indécrottable de théologiens et de croyants chrétiens, tout simplement, on ne se refait pas. L'identité de l'homme et d'une éventuelle post-humanité est très bien exprimée par l'expression homo capax dei, perspective autrement stimulante, beaucoup plus large et qui perd en nouveauté ce qu'elle gagne en profondeur ou plutôt en largeur d'horizon. Excusez. Y a-t-il en revanche évolution du fait du numérique vers une nouvelle relation d'être entre les humains, même si Internet et le digital dans son ensemble ouvrent, à côté de la possibilité d'échanges vrais, réputés, favoriser simplicité et réactivité, beaucoup d'isolement. Ça me frappe le fait que beaucoup de gens dans la rue, dans le train, 2 espaces que je pratique régulièrement, au fond, s'isolent du fait de l'Internet, du smartphone. Ils ont des écouteurs et d'une certaine manière, ils sont physiquement dans un endroit où ils ne sont pas spirituellement, intellectuellement et humainement. Allons-nous vers une nouvelle culture? Cela se peut. Allons-nous assister à la naissance d'un nouveau paradigme de la connaissance? C'est la question que je voudrais maintenant envisager dans ma deuxième partie. Et je me suis servi pour cela, si vous voulez, d'un petit brin d'auto-analyse intellectuelle. Le métier d'historien des religions et d'historien de l'art est en train de changer profondément de méthode et de conditions d'exercice. Voilà donc plusieurs décennies que je fréquente professionnellement et étudie les langages d'image et les œuvres d'art religieux, leur rapport à la Bible, à la liturgie, au dogme, à la catéchèse, à la mission et à la communication au sens le plus large de l'Église. J'ai mis plus de 30 ans à écrire un livre de synthèse, commencé en 1976 en allant voir André Gouze qui fondait l'abbaye de Sylvanès à l'époque. Donc j'ai fait ma première session sur les images de la Trinité au son du reniflement des cochons qui étaient juste en bas de l'abbaye. Bon. J'ai fait cette histoire des origines jusqu'à nos jours, en Europe comme dans d'autres continents. J'ai passé pour ce faire des journées, des mois entiers en bibliothèque, usé mes fonds de culotte sur les bancs des bibliothèques, recopié manuellement des centaines de pages, les photocopies
était trop cher à l'époque pour le doctorant moyen. L'ordinateur personnel n'existait pas. Donc je me suis fait mal au poignet à force de recopier mais des pages et des pages. Bon. Je suis resté très longtemps un chercheur qui, pour chaque question qu'il étudie, fait un dossier papier. Notes, photocopies d'articles, de pages, de livres, d'images, versions successives d'une conférence, d'un article, d'un chapitre de livre, documentation adjacente, dont les tirés à part des collègues. Bon. Cela fait que maintenant, j'ai chez moi, alors j'en ai encore pas mal au couvent de Strasbourg, mais j'en ai chez moi à Paris quelque chose comme 180 boîtes archives, bourrées jusqu'à la gueule, avec les problèmes chroniques d'encombrement de l'espace que cela entraîne. Bientôt, je crois que je ne pourrai pas regagner mon lit. Bon. C'est un problème. Que faire de tout ça? Que faire des 30 000 diapositives que j'ai faites, des 50 000 fiches papier? Ah ben, chez moi, Dieu est fiché, je peux vous croire. Bon. Et c'est cela qui est en train de changer, qui a changé du tout au tout en l'espace de quelques années. J'ai un scan professionnel, j'ai le réflexe maintenant de scanner mes diapositives. Chaque fois que je vois passer une revue où il y a une image qui m'intéresse, je la scanne, je la classe. Bon. Donc j'ai maintenant une immense bibliothèque d'images numérisées. Bon, et du coup, je suis en train de me demander, est-ce que maintenant mon métier a changé du fait de l'Internet et des nouvelles techniques d'archivage des images, du fait des sites qui permettent de les rejoindre, du fait du nombre de livres que l'on trouve maintenant en ligne. Pour achever un bouquin, maintenant, c'est rare qu'il me faille impérativement aller en bibliothèque. Je peux très bien, au fond, avec un peu de savoir-faire, rejoindre à peu près tout par le web. D'où ma question, qui est mon troisième paragraphe. Assistons-nous à la création d'une situation qui exige, au fond, l'invention de nouvelles postures de connaissance. L'ère numérique va peut-être faire que le temps d'écriture d'un ouvrage de synthèse, supposant de dominer une vaste documentation, sera désormais très raccourci. Mais c'est au conditionnel. C'est seulement possible et non pas automatique. La qualité de l'interprétation des œuvres, de l'évolution des styles, du choix des sujets n'est pas proportionnelle à la rapidité d'accès à leur reproduction et à leurs commentaires, tant s'en faut. Si vous voulez, je voudrais mettre en garde contre l'idée assez simple qu'au fond, la qualité de la connaissance, ce serait proportionnelle à la rapidité d'accès et à la quantité de l'information rassemblée sur une question. Où trouve-t-on la force de ruminer longuement? Où trouve-t-on celle d'écrire d'une manière claire, sinon élégante, du moins lisible? Où apprend-on cela? La connaissance dans le domaine des sciences humaines me semble désormais prise en tenaille entre l'accélération, la réduction du temps d'accès aux informations, et puis la fragilisation des temps d'assimilation du fait des évolutions psychosociales accompagnant de manière presque mécanique l'avènement de l'ère numérique. Le numérique accélère les échanges, abolit les distances, multiplie les contacts, c'est entendu. Mais il n'encourage guère à réfléchir avant de réagir, tant il facilite la réaction immédiate. Il n'encourage pas non plus le soin de la forme, la correction orthographique, ou le soin de peser les mots, tant il favorise les réponses immédiates et sommaires. Des constats alarmants ont été faits dans plusieurs pays, n'en déplaise à Michel Serres, petite poussette. Et cela abonde dans le sens de Finkielkraut, j'en suis désolé. Notamment dans les apprentissages scolaires, s'agissant des conséquences calamiteuses du zapping. Voyez les recherches de Roberto Casati, auteur d'un ouvrage intitulé « Contre le colonialisme numérique » chez Albin Michel, disant et expliquant dans une excellente revue, La Vie, du 20 février 2014, on n'apprend ni à lire ni à penser sur une tablette. Sic. Internet ne conteste pas leur place aux ermites et aux reclus volontaires pour cause d'écriture, mais complique leur existence en les rendant à la fois improbables et vaguement coupables de se tenir à l'écart tant est grande la valorisation quasiment providentialiste de tous les nouveaux moyens de communication sociale, jusqu'à ce test d'Inter Mirifica qui a été cité à plusieurs reprises lors de cette journée, et où, au fond, flotte un soupçon
que les moyens de communication ont surgi, au fond, providentiellement, pour assurer quelque chose comme une relance de la mission de l'Église. Internet est un atout pour tous ceux qui agissent sous pseudo. Il n'est pas ennemi du silence, mais déshabitue de lui, comme il rend bientôt étranger à la concentration prolongée, à la forme de lenteur qui est comme l'oxygène de la pensée, dans la mesure où elle fait leur place à l'hésitation, à la nuance, au dialogue avec soi-même, au dépassement de tous les dualismes. Il est un encouragement à se lâcher, à l'injure, à la grossièreté en toute impunité. Il nous faut aussi affronter cela. Bon. Si bien que je vois, si vous voulez, la tâche des intellectuels, des gens qui vouent leur vie à l'accroissement de la connaissance pour le plus grand bienfait de tous ceux qui aiment à connaître, ou bien tout simplement qui aiment à aimer, comme disait saint Augustin dans les Confessions, dans la naissance d'une sorte d'art de vivre, une sorte de va-et-vient entre être connecté, ce qui est quand même prodigieusement favorable à la connaissance, et se déconnecter le temps d'assimiler l'information qu'elle apporte. Merci.